Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Élection présidentielle aux États-Unis en écho au débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Je vous propose une émission du cours de l'histoire sur un autre débat qui a marqué la manière de communiquer en politique. Kennedy face à Nixon, un duel cathodique. Bonne écoute. Romain Huret, bonjour. Bonjour. 1960, des élections aux États-Unis. Qui est le favori ? Richard Nixon, sans aucun doute. C'est l'ancien vice-président. Il a une expérience internationale. Il est très connu dans le pays. Face à lui, on a un candidat que peu de gens connaissent alors, John Kennedy. Et les choses vont changer en quelques jours, quelques semaines, et Kennedy sera finalement élu. C'est ça qui est passionnant dans ces élections présidentielles. Nous en avons vécu plusieurs, nous en vivrons encore plusieurs, et à chaque fois, c'est une aventure. Il y a une narration très particulière, Romain Huret, de l'élection présidentielle, avec un avant, un pendant, et puis évidemment le après. Oui, surtout aux États-Unis, les élections sont longues, elles obéissent à un rituel, celui des primaires, qui vont d'abord faire connaître les candidats à l'ensemble de la population, donc qui vont transmettre des messages et qui vont permettre une première lutte entre les candidats. Et ensuite, il y a l'élection, le duel que les Américains affectionnent beaucoup, ce corps à corps, ce mano à mano. Et donc la narration, elle se fait progressivement. Mais il est certain qu'en 1960, les États-Unis basculent vers autre chose, vers un autre type de narration où la télévision va jouer un rôle essentiel. Christian Delporte, bonjour. Bonjour. Importance de la télévision, vient de nous dire Romain Huret, mais dans la longue histoire des élections présidentielles aux États-Unis, il ne faudrait pas faire un focus sur la télévision et l'année 1960. L'image est importante. Alors bien sûr, les vecteurs diffèrent et c'est ce qui change complètement la donne. Mais voilà bien longtemps que l'image est prise en compte par les candidats. Bien sûr, à travers l'affiche, à travers les actualités cinématographiques, etc. Mais en 1960, il y a quand même 40 millions d'Américains qui possèdent un téléviseur. Et c'est la première grande campagne américaine à la télévision. La télévision, Christian Delporte, c'est une chose. Et puis, toujours dans cette idée, avec un vocabulaire que nous utilisons sans cesse aujourd'hui, l'idée de communication, est-il possible de faire une histoire de la communication politique ? Je sais que oui, parce que c'est votre spécialité. À quel moment cette notion prend réellement forme ? D'abord, elle prend forme aux États-Unis et elle prend forme véritablement à partir, je dirais, des années 50, lorsque les grands sièges de publicitaires se transforment en outils de communication politique. Ça a commencé déjà dans les années 30, mais dans les années 50, il n'est plus question qu'un candidat, quelle que soit l'élection, ne s'entoure pas de spécialistes de la communication, de publicitaires, de sociologues, etc. Des publicitaires, dites-vous, ça veut dire que il s'agit de vendre des choses, les procédés de la vente commerciale sont appliqués à la politique ? Oui, il faut vendre du rêve, il faut donner le désir du candidat. Et c'est exactement ce que fait la publicité. Vous donnez le désir de ce dont vous n'avez pas besoin. Et dans cette histoire, il y a des personnages qui se distinguent parce que, bien sûr, deux têtes d'affiche, toujours Kennedy, Nixon, et puis il y a toutes ces personnes de l'ombre, celles qui réfléchissent à la communication. Alors, dans le cas de Kennedy et Nixon, qui sont ces individus qui réfléchissent à leur communication ? Il y a des tas de monde. Il y a une véritable équipe. Il y a des gens qui étudient. Il y a les sondeurs, les gens qui étudient les sondages. Il y a ceux qui étudient la carte électorale, ceux qui vont nourrir l'image du candidat, ceux qui sont des grands spécialistes. Et c'est là que le débat a un sens particulier. Des grands spécialistes des médias qui sont souvent d'anciens journalistes qui vont conseiller les candidats. Et d'abord Kennedy et Nixon. D'ailleurs, dans le cas de Nixon, Romain Huret, vous nous avez dit que c'était un personnage en vue, c'est le favori, tout simplement par ses fonctions. Prend-il en compte toutes ces réflexions de communication ? Quand on est favori, c'est vrai qu'on se dit, si je suis en avant, je n'ai peut-être pas besoin d'être encore poussé. Il les prend assez peu en compte pour deux raisons. La première, c'est qu'il a toujours très bien su utiliser la télévision.
C'est assez paradoxal. En 52, par exemple, il a fait un discours important pour se réhabiliter à la suite de ce qui aurait pu être extrêmement grave pour sa carrière. Il va parfaitement utiliser la télévision, une mise en scène de lui-même, de sa famille et l'un de ses animaux domestiques. Donc extrêmement habile. En 59, il l'a fait aussi avec Khrouchtchev, le fameux discours dans la cuisine, où il a vanté les vertus du modèle américain. Donc il a assez confiance sur sa maîtrise de l'outil de la télévision. Et ensuite, il n'aime pas beaucoup les journalistes, il n'aime pas les communicants. Il a toujours vécu dans une sorte de bulle, et il l'a parfaitement assumé, pensant qu'il était le plus à même de faire carrière et de séduire les Américains. Donc il va arriver au débat assez mal préparé, et il va rater ce premier débat avec les conséquences que l'on sait. Oui, parce que nous connaissons, nous, le résultat. Nous savons que Kennedy est élu en 1960. Romain Huret, vous êtes spécialiste des États-Unis, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous avez travaillé sur ce cas Nixon. C'est le sous-titre de votre livre De l'Amérique ordinaire à l'État secret. Nixon, et j'aime beaucoup que vous souligniez ce paradoxe, n'est pas le loser, pour utiliser un mot anglo-saxon, que l'on présente parce qu'il aurait loupé ce débat de 1960. C'est un homme qui est déjà très en vue et qui sait utiliser les outils. C'est important de comprendre cela pour saisir à quel point cet échec du débat face à Kennedy est important. Oui, absolument. C'est pas du tout un loser. C'est une superstar de la vie politique. Il est élu très jeune. Il fait partie de cette génération d'élus après la Seconde Guerre mondiale. Il a une carrière militaire qu'il fait valoir. Il est élu vice-président aussi extrêmement jeune, d'Eisenhower en 52. Donc c'est une superstar de la vie politique. Son seul problème, c'est son problème d'image. Il a toujours eu un problème d'image et les démocrates lui font très chèrement payer son image. Les caricaturistes, les chansonniers s'amusent un peu de son drôle de corps. Il a des problèmes de pilosité, il n'est pas extrêmement séduisant, il est assez désagréable et donc de caricature en caricature, de chanson en chanson, on se moque très souvent de son corps. Et de ses manières de faire, on le représente souvent sous les traits d'un petit marchand ou d'un commerçant ou d'un représentant de commerce, et il déteste cela. Et curieusement, la représentation fictionnelle va trouver une étrange réalité en ce soir du 26 septembre. Et Nixon va ressembler terriblement à sa caricature, avec des conséquences très douloureuses pour lui. Dans le même temps, dites-nous, Christian Delporte, Kennedy est-il caricaturé? Peut-être pas tant que ça, vu qu'il n'est pas connu. Justement, le grand problème de Kennedy, c'est son inexpérience. Et au-delà de ça, peut-être sa fragilité. On est resté, et Nixon aussi d'ailleurs, sur son discours d'acceptation à la Convention démocrate, qui avait été suivi par 35 millions d'Américains à la télévision, et il avait été calamiteux. Trop littéraire, la voix s'épuisait, elle se perdait, et les conseillers de Nixon étaient persuadés que la télévision permettrait à leurs champions de battre à plate couture le concurrent démocrate. Ils ont juste oublié une chose, il y a un excès de confiance, c'est que des débats face à face, il y en avait déjà dans le cadre des primaires, et notamment il y avait eu ce débat en Virginie occidentale entre Kennedy et Humphrey, donc un débat télévisé, et Kennedy l'avait emporté. Mais ça, on l'avait oublié. Oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant quand l'on réfléchit à un événement, en l'occurrence le débat télévisé du 26 septembre 1960, de regarder quand même un petit peu plus loin auparavant ce qui s'est passé. En 1960, face aux républicains Nixon, les démocrates ont un candidat. Qui serait désigné comme candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis? Adlai Stevenson, candidat déjà 2 fois malheureux, que ses supporters présentaient une 3e fois. John Kennedy, qui malgré son double handicap, sa jeunesse, il a 43 ans, et sa religion, il est catholique, était désigné comme pouvant réunir une large majorité dans le parti. Et en dernière ligne, le sénateur du Texas, Lyndon Johnson, dont les chances étaient bien moindres que celles des 2 premiers, entre lesquels la lutte devait être chaude. En dépit de l'appui apporté par Mme Roosevelt à Stevenson, 845 voix sont allées à John Kennedy, c'est-à-dire une très large majorité. Et le jeune candidat, devenu aujourd'hui le porte-drapeau officiel du Parti démocrate, va préparer maintenant la grande bataille qui va l'opposer au leader républicain, c'est-à-dire au vice-président Nixon.
Nous étions le 20 juillet 1960 devant le journal des actualités françaises. Il y a deux handicaps qui sont ici soulignés dans ce journal, la jeunesse et puis la religion. Il est catholique. Romain Huret, la jeunesse déjà de Kennedy. Alors, deux handicaps, c'est toujours intéressant cette réflexion sur la jeunesse. C'est plutôt l'inexpérience qu'il faudrait dire. Alors c'est l'inexpérience parce que la jeunesse, je pense, va être un atout finalement. Et ça, Nixon ne le comprend pas forcément et ça va jouer en sa défaveur. Il y a une fatigue dans le pays que certains conseillers de Kennedy vont comprendre après 8 années d'Eisenhower. Eisenhower, pour vos auditeurs, c'est un peu le De Gaulle français, et donc 60, c'est un peu 68 en quelque sorte pour la France. Eisenhower, c'est la statue du commandeur, c'est le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et il y a il n'a pas démérité du tout pendant ces 8 années à la présidence, mais il y a une sorte de fatigue et une envie d'autre chose, une envie d'une autre Amérique, de quelque chose, d'un discours beaucoup plus optimiste. Et donc, d'une certaine manière, Kennedy, même si il n'était pas certain que ça allait fonctionner, va incarner cette jeunesse, la page tournée et d'une certaine manière enterrer l'Amérique de la Seconde Guerre mondiale, de la crise économique, etc., pour se tourner véritablement vers les années 60. Et ça va parfaitement fonctionner. Faire un atout de ce qui aurait pu être un handicap, en l'occurrence la jeunesse, mais dès lors, ce sont les communicants qui doivent prendre la main. Christian Delporte, comment se construit cette communication pour transformer ce qui pourrait être un handicap, mais ce qui en réalité correspond à une attente du moment, en un atout politique ? Alors ça se fait très lentement parce qu'au départ, Kennedy a bien du mal à imposer son image. Il est d'ailleurs absolument pas soutenu par les caciques du Parti démocrate. La jeunesse, c'est celle également d'un jeune père. Et là, on met en avant l'épouse. Il va beaucoup utiliser cette image familiale, dynamique, à laquelle finalement les Américains peuvent s'identifier. Oui, parce qu'il y a Jacqueline Bouvier, Jackie Kennedy, mais dites donc Christian Delporte, Nixon aussi, est marié Nixon aussi, mais en avant sa famille. En quoi y a-t-il une différence entre les deux candidats ? La différence, c'est que c'est pas le même rêve. C'est pas la même histoire. C'est pas un conte de fées. Et en fait, cette image d'un couple, d'un beau couple, d'un couple glamour, ça a été mis en place assez lentement et avant même que Kennedy ne songe à devenir candidat à la présidentielle. Parce que Kennedy n'a pas tout inventé, nous l'avons déjà dit, Romain Huret, dans ce cas Nixon. Là aussi, nous avons le côté familial qui est utilisé, même avec les animaux, vous nous avez dit. Kennedy s'inscrit dans quelque chose qui existe déjà, mais que fait-il de différent qui lui permet de se distinguer ? Ou alors, est-ce simplement la personnalité de Jackie ? Ce qu'il y a de très profondément différent, c'est la célébrité. Kennedy va mettre en avant une Amérique de la réussite, une Amérique extrêmement optimiste. Il est sans cesse entouré, il le sera aussi en tant que président, de célébrités, d'intellectuels. Et cette image-là va fonctionner. C'est pas toujours le cas aux États-Unis. On verra des présidents qui prendront le contre-pied absolu de cela. À ce moment-là, il y a une envie très forte. Les années 60 vont être aussi une décennie où la célébrité, la médiatisation vont être extrêmes. Et la population adorera des superstars de la culture populaire ou de la culture savante. Et Kennedy va incarner cela, une image plus moderne, plus célèbre de l'Amérique, qui correspondra à une attente d'une partie des Américains. Et au cœur de cette médiatisation, ces images, c'est vrai, sont omniprésentes de ces candidats. Ils sont observés, suivis par des journalistes et des caméras sans cesse. Au cœur de cette communication, il y a le moment très particulier du débat télévisé. Vous dites, docteur, que deux éléments majeurs peuvent influencer le comportement des indécis. D'abord le fait que Kennedy est catholique. Ensuite, le peu d'enthousiasme marqué par l'ensemble de la population à l'égard de l'un comme l'autre des candidats. Mais je crois qu'il y a un troisième élément qui est nouveau et qui me paraît de nature à influencer davantage encore le comportement de ces indécis. Ce sont précisément les débats télévisés entre M. Nixon et M. Kennedy. Qu'en pensez-vous ? Laissez-moi d'abord vous dire qu'il y a non seulement des gens indécis, mais qu'il y en a encore ceux qui n'ont pas encore fait leur choix
sur tel ou tel candidat. Dans les derniers jours de cette campagne électorale, comme dans les derniers jours de campagne de 1956, 52 et 48, un grand nombre de gens peuvent encore changer d'opinion et leur façon de voter. C'est la première élection depuis 1928 où la question religieuse joue un rôle si important. Nous étions dans l'émission 5 colonnes à la une, le 4 novembre 1960, avec monsieur George Gallup. Dites-nous, Christian Delporte, qui est-il ? C'est le fondateur du premier institut de sondage qui porte d'ailleurs son nom et qui est apparu au début des années 30 et qui a prévu la réélection de Roosevelt là où tout le monde pensait que il serait battu. Ça lui a fait une publicité énorme. Et Gallup, c'est une véritable institution aux États-Unis dans les années 60, respectée aux États-Unis et dans le monde entier. Et l'idée même de débat télévisé est quelque chose de particulier. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à ce débat, à cette naissance du débat, le 26 septembre 1960, le débat Kennedy-Nixon. Mais l'idée même de mettre face à face ou côte à côte les deux candidats, comment naît-elle ? Comme une évidence, en fait, la télé est là, il faut l'utiliser ? Des débats face à face, il y en avait déjà, parce que à la télévision et à la radio, puisqu'il y avait les débats des primaires. J'ai évoqué tout à l'heure celui qui opposait Kennedy à Humphrey. Il y avait juste un problème dans la législation américaine. Il y avait le fameux article 315. L'article 315 du code électoral qui contraignait à l'égalité de temps entre les rivaux. Et ça intéressait pas les networks, parce que ce sont des télévisions privées, elles ont besoin d'attirer du public pour attirer de la publicité. Et la campagne s'annonçait à 14 candidats. Bon, donc il y a eu la pression des networks pour faire sauter cette obligation d'égalité de temps de parole entre les candidats pendant l'élection présidentielle, ce qui a ouvert la possibilité effectivement d'un ou plusieurs débats, sachant que celui qui était le plus pressé, celui qui avait le plus envie de débattre, parce qu'il était le challenger, c'était Kennedy. D'ailleurs, pour l'élection de 1960, Christian Delporte, il n'y a pas qu'un débat, il faut bien le rappeler, entre Kennedy et Nixon. Là aussi, tout est à inventer. Aujourd'hui, nous avons le débat, pour le cas français, de l'entre-deux tours, entre les deux candidats, bien sûr. Mais aux États-Unis, ce qui est réfléchi est autre chose. C'est une succession de débats. Alors, effectivement, d'ailleurs Kennedy en avait demandé 5. Et l'entourage de Nixon au début disait un seul. Et puis il s'est dit, l'entourage de Nixon s'est dit, Kennedy, on va le battre assez facilement, on va en accepter 4. Effectivement, il y en a 4. Le premier, le 26 septembre sur CBS à Chicago, puis le 7 octobre sur NBC à Washington, le 13 octobre sur ABC, et puis de nouveau sur ABC le 21 octobre, donc 4 au total. Alors, le premier est suivi par 75 millions d'Américains, un petit peu moins pour les autres, 60-70 millions d'Américains, parce qu'il faut dire que le corps électoral, c'est à peine 110 millions d'Américains. Et donc, puisqu'on évoquait l'Institut Gallup, 85 millions d'Américains, selon Gallup, auront vu au moins un débat sur les 4. C'est absolument gigantesque. Et puis, au-delà même de l'idée d'un ou plusieurs débats, il y a la forme du débat, Christian Delporte. Alors, comment organise-t-on un débat ? Qu'est-ce qui est choisi pour cette élection en 1960 ? Alors, c'est pas franchement un débat tel que l'on l'imagine chez nous. C'est pas un duel, c'est pas un face-à-face, c'est un côte-à-côte. C'est-à-dire que les règles sont très strictes. Les candidats sont placés sur une estrade. Ils sont d'abord assis dans des fauteuils munis de tablettes pour prendre des notes. Entre eux, il y a un modérateur qui s'appelle Howard Smith à son bureau, qui va se contenter de distribuer la parole, de veiller au respect de l'égalité de temps de parole entre Nixon et Kennedy. Et puis Nixon et Kennedy vont répondre aux questions de 3 journalistes qui vont poser des questions exactement dans les mêmes termes à chaque candidat. Et puis le temps est très encadré. On a 8 minutes, chacun a 8 minutes
pour introduire, 2 minutes et demie pour conclure. L'orateur aura la possibilité de répliquer à son rival pendant 90 secondes. Bon, voilà, tout ça est extrêmement rigoureux. Et après chaque question, l'orateur se lève, va au pupitre, répond pendant au maximum 2 minutes et demie, va se rasseoir, et puis là, le suivant, son concurrent, va se lever de son fauteuil, va aller au pupitre, et ainsi de suite. Voilà, donc les candidats sont prévenus du mode de fonctionnement de ces débats. Voilà comment ça va se dérouler. Nous sommes quelques jours avant tous ces débats entre Kennedy et Nixon. Le candidat Kennedy a-t-il des chances ? Vous pensez gagner les élections ? Mes chances ne seront vraiment connues qu'en novembre. Nous sommes pleins d'espoir et je pense que nous allons gagner. Mais la campagne sera formidable car Nixon est un adversaire très valeureux. Rien n'est jamais sûr. Les galops nous donnent à l'égalité. C'est le peuple qui compte. C'est lui qui décidera. Tout le monde dans notre pays se demande si votre arrivée à la présidence représentera un changement dans la politique étrangère américaine, et en particulier dans les relations entre les États-Unis et la France. L'entente foncière qui a existé depuis l'origine entre la France et les États-Unis doit se poursuivre. La sécurité de l'Amérique est complètement liée à la liberté de l'Europe occidentale. C'est parce que la liberté de la France et celle de la Grande-Bretagne étaient en danger qu'à 2 occasions, les États-Unis sont entrés en guerre. Nous devons continuer à reconnaître les liens profonds de la France et des États-Unis, de l'Europe occidentale et des États-Unis. Voilà, Kennedy évoque des questions internationales le 2 septembre 1960. Mais dites-nous, Romain Huret, il y a ici toujours ce paradoxe, parce que dans cet extrait, dans cette archive, Kennedy le dit bien, ses chances, écoutez, c'est une chose, l'image est une chose, mais c'est le peuple qui décide. Oui, c'est le peuple qui est souverain. Et puis, il parle après de fond. Toujours ce problème de fond et de la forme. Aujourd'hui, c'est vrai que nous nous intéressons à la forme de ces débats, à l'image. Malgré tout, des choses sont dites. Il y a une portée, ce n'est pas qu'une image fixe, ce débat. Ce n'est pas qu'une image fixe, mais sur le fond, ils sont relativement d'accord. Et c'est c'est sans doute pour cela que la forme a été aussi importante lors des différents débats. Ils sont très anticommunistes tous les deux, et Kennedy va faire de son catholicisme une force, puisqu'il écrira sans cesse que l'URSS est le mal absolu et que le communisme est le mal absolu. Donc il est inattaquable sur cette dimension-là. On peut pas le soupçonner de sympathie communiste, et il n'a de cesse de l'écrire depuis son entrée en politique. Sur la politique intérieure, ils sont globalement d'accord. Il y a très très peu de motifs d'opposition. Le Parti républicain a accepté les grandes réformes du New Deal. Et il y a vraiment que des accords à la marge. Et donc on a 2 candidats qui ont à peu près le même programme, avec ce qu'on a appelé le consensus d'après-guerre, qu'on retrouve aussi en Grande-Bretagne. Et donc finalement, la forme va être importante, c'est-à-dire lequel sera le plus à même d'être le leader, d'être le chef charismatique qui pourra amener l'Amérique à remporter la guerre froide. Et c'est pour cela qu'il insiste sur la dimension de relations internationales, parce qu'il sait que c'est probablement son point faible. Il n'a pas du tout l'expérience, je le rappelle. Nixon est vice-président, Nixon est donc en charge de la politique étrangère. Il a été extrêmement actif. Il a débattu, à nouveau je le dis, avec Khrouchtchev, et il a gagné le débat pour beaucoup d'Américains. Il a imposé le style américain, il a imposé le mode de vie américain. Et donc, de ce côté-là, Kennedy doit montrer qu'il est capable d'être un chef en politique intérieure, mais aussi en politique étrangère. Christian Delporte, que s'est-il passé ce 26 septembre 1960 ? Kennedy a-t-il réussi à montrer qu'il était un chef ? Alors, déjà, bien dans le propos, puis après on va réfléchir à l'image. Mais dans le propos, le débat s'est bien passé. Il a su répondre, avancer ses arguments. Il a su montrer le 26 septembre 1960 qu'il était un candidat crédible. On considère qu'il a gagné parce qu'il n'a pas perdu. Tout le monde s'attendait à ce qu'il perde, y compris les grands responsables du Parti démocrate. Et tout le monde s'attendait, a fortiori, à ce que Nixon gagne. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Il a fait mieux que résister. Il a crevé l'écran.
Et on le voit bien dans l'attitude des responsables démocrates que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire au lendemain du débat, eh bien, ils reviennent complètement boostés et ils font ce qu'ils ne le faisaient pas avant, c'est-à-dire qu'ils le soutiennent. Voilà. Donc, ce débat a donné un souffle d'espoir dans le camp démocrate. Christian Delporte, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes le grand spécialiste de la séduction politique. C'est le titre de vos ouvrages, une histoire de la séduction politique, des grands débats politiques, autre titre, et de la communication politique, l'art de séduire pour convaincre. Ça veut dire que dans cette histoire de la séduction politique, nous avons un moment très particulier avec ce débat où, par la télévision, un homme, Kennedy, réussit à séduire. C'est ça, en fait. Il a séduit celles qui le regardaient. Oui, et à tel point que, à l'issue du débat, il y a un sondage. On pose la question à peu près classique, qui va devenir classique, qui a gagné? Eh bien, ceux qui ont regardé la télévision, sans hésitation, disent Kennedy. Ceux qui ont écouté le débat à la radio disent, d'une courte tête, c'est Nixon. Donc on voit bien que Kennedy a su utiliser cet outil de séduction, de spectacle qu'est la télévision. Romain Huret, Nixon, lui, de son côté, ce débat, alors il y a deux choses. Il y a perdre, s'effondrer et puis être effacé par quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé pour Nixon ? Dans son équipe, le lendemain, un de ses conseillers lui dit de virer le maquilleur. C'est-à-dire qu'il faut absolument changer de maquilleur parce que le problème vient du fait que l'image était mauvaise. Nixon a toujours eu un problème de barbe, il le dit souvent. Il peut se raser et apparaître mal rasé 10 minutes plus tard. Donc il apparaît fatigué, il était malade la semaine précédente le débat, il le prépare pas, il a les traits tirés, il est épuisé, il sue beaucoup aussi pendant le débat. Donc l'image renvoyée est catastrophique pour la population et à nouveau fait écho à la mauvaise réputation du personnage, mauvaise réputation entretenue dans la presse quotidienne par les humoristes. Et pour lui, c'est un échec. Toute son équipe est très surprise le lendemain, parce que beaucoup pensaient qu'il allait gagner. Les autres débats se passeront mieux pour lui. Il arrivera à redresser la barre et on sait que l'élection s'est jouée à peu de voix. Donc il faut aussi relativiser le poids du débat. Mais ce qui est certain, comme il vient d'être dit, je pense que Kennedy ne perd pas. Et Kennedy montre qu'il est tout à fait capable de prendre en charge la Maison-Blanche et les responsabilités qui l'accompagnent. Oui, parce que c'est ce que je voulais vous demander. Il y a plusieurs débats, nous l'avons bien dit. Donc il y a une réaction, alors des communicants, pour utiliser un mot assez particulier, pour corriger l'image de Nixon. Ça s'est opéré quand même, il y a des gens derrière. On relève quand même une amélioration de l'image de Nixon. Sans doute, il a peut-être changé de maquillage, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. Et puis les autres débats vont être plus techniques. Donc il va montrer qu'il a une excellente connaissance des dossiers et que lui-même est capable de gérer la nation. Mais dans la longue histoire de Nixon et de l'image politique et de la réputation, et pour beaucoup de communicants, l'échec du premier débat est un cas d'école. On peut vraiment rater un débat. Et puis, il faut mesurer ce ressenti. Christian Delporte, vous nous l'avez dit, il y a ces sondages. Les sondages renforcent aussi peut-être l'opinion, parce que c'est difficile en regardant un débat parfois de savoir qui l'emporte. On a un petit sentiment, mais quand les sondeurs arrivent en disant c'est Kennedy qui l'a emporté, ça renforce notre propre idée, notre propre ressenti. Oui, et puis ça oriente tous les commentaires du lendemain, du surlendemain, des jours suivants. D'autant que là, je dirais, de manière un peu triviale, il n'y a pas photo. Selon Gallup, 42% des personnes interrogées pensent que c'est Kennedy qui l'a emporté, contre 23% pour Nixon, les autres pensant que 29% qui sont à égalité. C'est quand même très net. Et tous les sondages sont d'accord là-dessus. Au point que on se dit, à terme, est-ce que ce serait pas le débat qui aurait fait gagner Kennedy? Et est-ce que la télévision ne fait pas l'élection? Est-ce que le débat ne fait pas l'élection? Et se crée là, autour du débat du 26 septembre 1960, beaucoup plus que les autres, un véritable mythe sur l'événement télévisuel qui peut faire basculer une élection. Et alors là, ça devient extrêmement intéressant dans cette histoire de la communication politique. Nous sommes aux États-Unis en 1960 et il y a ce débat Kennedy-Nixon qui peut servir
d'étalon sur les débats futurs, parce que Christian Delporte, où en sommes-nous ailleurs dans le monde sur cette utilisation de la télévision en politique ? Alors, si on prend le cas français, il y a déjà eu des débats à la française, c'est-à-dire parce que comprenons bien que Kennedy et Nixon ne s'adressent jamais la parole, hein, donc ils passent toujours par le modérateur qui distribue la parole. En France, le débat est un débat face à face, en direct. Et il y en a déjà eu à la fin des années 50, et il y en a dans les années 60 aussi, mais ils n'ont évidemment pas la même ampleur qu'un débat présidentiel, comme aux États-Unis en 1960, qui ne s'institutionnalise pas tout de suite, hein, il faut bien le dire. Il y a le débat de 60 qu'on évoque. En 64, Johnson, Goldwater débattent aussi, mais en 68, Nixon, qui a gardé un très très mauvais souvenir du débat de 1960, refuse de débattre avec Humphrey. Et en fait, l'institutionnalisation de ce débat ne commence véritablement qu'à partir de 1976 avec le débat Ford-Carter. Oui, c'est très important de le souligner aussi, le focus sur ce débat de 1960 Nixon-Kennedy. Ce n'est pas la mise en place de quelque chose de systématique, mais Christian Delporte, vous nous avez dit que malgré tout, le modèle est repris. C'est le cas en France, pas avec des candidats à la présidence, avec d'autres, par exemple Michel Debré, Gaston Defferre, en 1966. Ah ben, c'est pas foufou non plus. L'ORTF m'a chargé de présenter ce soir une nouvelle formule de l'émission En direct avec. Vous avez devant vous, et face à face, Michel Debré et Gaston Defferre. Michel Debré, Gaston Defferre en 1966 pour un débat télévisé. Christian Delporte, bon bien sûr il n'y a pas la dynamique que nous connaissons aujourd'hui à la télévision ou le spectacle, mais c'est le principe même de la télévision prend la forme. Comment sont considérés ces débats d'ailleurs ? Est-ce bien vu un débat où l'image est si importante ? Oui, parce que les débats de cette époque ne sont pas exactement les débats d'aujourd'hui. Il suffit de voir le temps d'intervention de chaque orateur. On parle pendant 7, 8, 9, 12 minutes parfois, sans chercher forcément la petite phrase ou la punchline. Il y a sans doute moins de dynamisme, mais il y a plus de fond. Et de ce point de vue, les Français en redemandent, hein. Là, c'était l'émission en direct. Il y a eu les grandes émissions. Il y en a une dont le nom m'échappe là, qui commence au 70. Il y a des débats en permanence au début des années 70 en France, ce qui justifie d'ailleurs qu'il y en ait un également en 74 pour l'élection présidentielle. Oui, parce que le débat, dès lors, devient quelque chose d'important et nous le sentons bien. Il est difficile de passer à côté du débat. Alors, c'est vrai que cette émission en direct avec est quelque chose d'important, à armes égales aussi. À armes égales, voilà. C'était celle-là que vous cherchiez. Et malgré tout, le fond, les arguments portés sont essentiels. En 1960, Romain Huret, Nixon ne perd pas uniquement parce que son image n'était pas bonne ce jour-là lors du débat. Alors, il faut pas oublier que le résultat était assez serré en termes de voix, hein. Kennedy va l'emporter en termes de grands électeurs, hein, avec ce système toujours très complexe aux États-Unis, mais l'élection est beaucoup plus serrée et des rumeurs de fraude sont importantes. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est le père Kennedy, qui va jouer un rôle très important et certains le soupçonnent d'avoir fait en sorte d'acheter des voix dans un certain nombre d'États clés et de villes clés. Il y a des rumeurs de corruption dans les très grandes villes, dont Chicago, pour obtenir l'élection. Nixon décide finalement de pas porter plainte ou de pas faire état de ces rumeurs et d'accepter sa défaite très vite. Mais en tout cas, l'élection ne se joue pas le soir du 26 septembre. Il est certain que, comme on l'a dit, Kennedy surtout ne perd pas l'élection ce soir-là et finira même par la gagner. C'est ça qui est très important
important de souligner, c'est de mettre en place tous ces éléments et ne pas se contenter de dire qu'un débat peut tout faire basculer, même si un débat peut changer radicalement l'appréhension que l'on peut avoir d'un mouvement politique, avec toujours cette question sur les sondages, parce que le sondage est important pour jauger ce qu'est un débat, avec le problème de la légitimité des sondages. On multiplie les enquêtes sur les sujets les plus débiles. France Culture. La façon de faire l'amour. Je dis pas que c'est débile. Je dis le sondage est débile. Donc je n'ai pas, inutile de vous le dire, le moral atteint le moins du monde par ces sondages. Je suis contre la peine de mort. Le cours de l'histoire. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages. Xavier Mauduit. Qui disent le contraire. Georges Marchais, Jacques Chirac, François Mitterrand qui évoquent les sondages. Christian Delporte, dans l'histoire de la communication politique, la naissance du débat télévisé, les sondages eux-mêmes liés à ces débats sont critiqués, mais dès l'origine même de tous ces mouvements. Alors, à la fois, ils sont critiqués, ils sont extrêmement observés. On le voit dès 1965. L'élection présidentielle de 65, d'un point de vue de communication, a deux caractéristiques. Le poids nouveau de la télévision et le poids des sondages. Les sondages, il y en avait déjà dans les années 50. Mais là, ils sont en permanence publiés par les journaux et ils révèlent la candidature notamment de Jean Le Canuet qui part de 3% fin novembre pour arriver au mois de décembre à 15%. Voilà. Et tout de suite on dit c'est à cause des sondages. Ce sont les sondages qui expliquent pourquoi Le Canuet est monté si haut et qu'il met en péril le général de Gaulle. Donc dès le départ on dit tout ça c'est la faute des sondages. C'est tout ça la faute des sondages, mais avec dans le mouvement politique que nous connaissons, avec ces débats télévisés, cette rupture de 1960 que Romain Huret, vous considérez comme essentielle, je l'imagine, mais comme un changement d'ère politique pour les États-Unis, et comme les États-Unis sont copiés ailleurs, pour l'ensemble du monde démocratique. C'est certain que pour les États-Unis, l'élection de 60 va être un tournant majeur, avec une attention beaucoup plus forte pour les candidats, pour leur charisme, leur autorité, leur image. Et les chercheurs ont beaucoup travaillé sur la construction de ces trois dimensions. Il ne faut pas oublier que pendant 13 ans, les États-Unis ont été dirigés par un président handicapé, dont on a très peu d'images. Je crois qu'il n'y a que 2 images seulement de Frédéric Franklin Delano Roosevelt sur une chaise roulante. Est-ce que Roosevelt aurait été élu en 1960 après un débat télévisé? La question mérite véritablement d'être posée. Donc on voit bien comment l'Amérique entre dans une autre dimension, celle de l'image. Un grand historien américain qui s'appelle Daniel Boorstin et commente alors ce spectacle et dit quelque chose. On est en train de changer. Voilà, on va élire des gens à qui des journalistes poseront des questions techniques et qui auront la réponse à ces questions techniques. Et c'est la nouvelle démocratie qu'on nous promet. D'une certaine manière, il a été assez prophétique, puisqu'on a vu quand même des présidents élus beaucoup sur leur image et beaucoup moins sur leur programme. Même si ce débat de 1960, Romain Huret n'entraîne pas le côté systémique des débats présidentiels. Faut attendre un petit peu quand même avant que ça se mette en place. Oui, et je crois que Nixon est un peu responsable, puisque lui-même va être à nouveau candidat. Il a une capacité de rebond tout à fait exceptionnelle, puisqu'il sera candidat 8 ans plus tard, avec une haine extraordinaire des journalistes. Il les déteste et les détestera encore plus le 27 septembre au matin, en y voyant un mépris de classe dans cette profession, qui va préférer l'héritier de la côte Est au fils de commerçants californiens. Et il va sans cesse les mépriser, refuser de débattre avec eux, et avec des conséquences d'ailleurs dramatiques, puisque d'une certaine manière ça prépare aussi la catastrophe du Watergate, les mensonges, la détestation des journalistes, les conférences de presse qui se passent très mal et qui vont profondément abîmer la démocratie américaine 12 ans plus tard. Oui, parce qu'il y a cet écho évident entre le Watergate dans les années 1970 et l'image déjà de Nixon. Et qu'en est-il en France au même moment, Christian Delporte? Alors, De Gaulle est au pouvoir, mais en 1965, il y a une élection présidentielle. Le modèle américain n'est pas suivi.
Non, le contexte est très très différent. Aux États-Unis, vous avez essentiellement des télévisions privées qui font à peu près ce qu'elles veulent. En France, vous avez l'ORTF qui fait ce que le général de Gaulle a envie qu'il fasse. Et donc, avant qu'il y ait des débats, il faudrait d'abord que l'opposition puisse avoir accès à la télévision, ce qui n'est pas le cas en 1960. Ce qui va changer les choses, c'est l'élection de 1965, parce qu'il y a la campagne officielle qui va faire défiler devant les Français tous les opposants du général de Gaulle. Donc, au lendemain de cette élection, il était plus possible de faire les choses comme avant. Et d'ailleurs, le débat que vous avez évoqué tout à l'heure, avec du son, c'est un débat de 1966. Oui, Michel Debré, Gaston Defferre, oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous l'avez vous-même évoqué, Christian Delporte, ce moment majeur du débat télévisé, c'est Valéry Giscard d'Estaing, 1974, et commence, mais ce sont, je ne sais pas, des petites madeleines, des choses que nous connaissons par cœur, et dont l'évocation même produise dans notre imaginaire des images. Je peux vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Les débats présidentiels en France en 1974, 1980 et 1988, mis bout à bout par Alexandre Manzanares, qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérix. Christian Delporte, ce que nous venons d'entendre, mais nous l'avons tellement entendu. Mais on n'en a pas la nausée, mais nous le connaissons par cœur. C'est très impressionnant combien ces micro-moments d'un débat présidentiel participent de quelque chose que nous avons tous en commun. Oui, parce qu'en fait, on aime le spectacle et le débat, c'est un match de boxe. Et les petites phrases, ce sont autant de percutes qui vont se transmettre le lendemain dans la presse, qui vont marquer les esprits et qui, si tout va bien, vont passer le temps, vont traverser le temps. C'est intéressant l'histoire du monopole du cœur, parce que pour nous, le débat de 74, c'est le monopole du cœur. Mais si vous regardez les journaux du lendemain, ils n'ont pas remarqué cette petite phrase qui d'ailleurs arrive à la fin du débat. Quand tout le monde a remarqué la pique contre Mitterrand de la part de Giscard quand il a parlé de l'homme du passé, mais le monopole du cœur, personne ne l'a remarqué. Et celui qui a fait remarquer qu'il a parlé du monopole du cœur, c'est Giscard lui-même. Voilà. Donc c'est une reconstruction qui fonctionne bien d'ailleurs, puisque 74, c'est toujours le monopole du cœur en 2022. Oui, parce que c'est quelque chose ici qui fait des échos à travers le temps. Nous les mettons bout à bout, ces différents débats. Mais enfin bon, il y a 7 ans à chaque fois entre les deux pour le cas français. Romain Huret, pour le cas des États-Unis, celui qui nous intéresse particulièrement, les débats de l'automne 1960, Kennedy à Nixon. À la différence de tous les autres, c'est le premier du genre. Tout était inventé. Nous sommes étonnés aujourd'hui de voir combien ces candidats avaient compris beaucoup de choses. En tout cas, Kennedy, peut-être moins Nixon. Oui, tout à fait. C'est incroyable rétrospectivement de voir comment ils assument ce rôle. Et ils vont savoir en jouer. L'équipe Kennedy comprend parfaitement, beaucoup plus que l'équipe Nixon, toute l'utilité de la télévision, de l'image et de la manière dont cela risque d'abîmer encore plus fortement la réputation de Richard Nixon. Et cela a une incidence évidente pour que Kennedy soit conforté dans l'idée que sous sa présidence, il faut continuer à jouer de l'image. Et dès lors, ça y est, l'image est contrôlée sans cesse par les candidats devenus présidents.
Oui, dans les deux cas, les historiens ont beaucoup travaillé sur les corps politiques, sur les deux corps du roi ou les corps présidentiels. Mais là, il est évident que Nixon, ce soir-là, comprend, et il le répétera à plusieurs reprises, qu'il a un problème avec son corps, sa représentation corporelle, sa manière d'être, sa pilosité, ses yeux, ses intonations. Et il le vivra très difficilement par la suite, et ça sera une sorte de très très longue descente aux enfers, avec des chansonniers, des caricaturistes qui se donneront sans cesse un malin plaisir à le moquer. Et puis Christian Delporte, pour la France, c'est la même chose, il ne faut pas des incisives trop longues. À François Mitterrand. Exactement. Oui. Il faut pas faire peur, il ne faut pas. Oui, je veux dire que l'image du candidat, c'est pas seulement une image morale, c'est également une image physique. Ces candidats sont également transformés petit à petit, y compris on revoit leur garde-robe. Bon, là aussi, c'est de la publicité. Il faut nourrir le désir dans la population pour un candidat. Et puis avec l'idée malgré tout qu'il y a des spécificités nationales, Christian Delporte, le débat politique aux États-Unis, par exemple celui de 1960 Kennedy-Nixon, est une inspiration, mais il est adapté systématiquement parce que l'attente de l'électorat n'est pas la même partout. Oui, et s'agissant de la France, on attend une confrontation directe. D'ailleurs, Giscard parlera à ce propos de débat à la française. Un débat à la française, c'est lorsque les deux candidats s'affrontent et que les journalistes qui sont là sont juste des horloges pour contrôler l'égalité de temps de parole. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Romain Huret, le journaliste qui va poser la question, est plus présent ou il est simplement passeur de parole ? Il est souvent passeur de parole, et on sait que depuis une vingtaine d'années, les débats sont tellement contrôlés, et le spectre de 1960 est tellement présent dans l'image, dans l'inconscient de beaucoup de candidats, qu'il faut absolument éviter de répéter le désastre de 60. Donc on maîtrise complètement la communication, et c'est plus facile de répondre à des questions que d'être dans un débat conflictuel. Et les rares fois où cela a été essayé, ça a été catastrophique. On se souvient de Trump contre Hillary Clinton, où c'était totalement inaudible pour les spectateurs qui regardaient le débat. Oui, parce que ça aussi, c'est une question majeure, c'est que cela reste audible et que des idées soient avancées au-delà simplement des images. Merci beaucoup à tous les deux, Christian Delporte, Romain Huret. Christian Delporte, je rappelle votre œuvre, je le dis ainsi, une histoire de la séduction politique, les grands débats politiques ou encore la communication politique, l'art de séduire pour convaincre que certains, je suis certain, sont en train de potasser en ce moment. Et merci beaucoup Romain Huret, de l'Amérique ordinaire à l'État secret, le cas Nixon. Et il est temps maintenant dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Les Pitots furent-ils les ancêtres des Gilets jaunes ? En juin 2021, un colloque a été organisé au musée d'Aquitaine de Bordeaux, intitulé « Les révoltes populaires en Aquitaine, des Pitots aux Gilets jaunes ». Le mot Pitot désignait autrefois les piteux, ces misérables qui faisaient pitié et que les élites considéraient comme des hommes de peu de valeur. On sait que l'une des raisons qui alimenta la colère des Gilets jaunes fut le sentiment d'être méprisés par les dirigeants de notre pays. Mais le principal point commun entre les Pitots et les Gilets jaunes, c'est que les uns et les autres ont surgi sur la scène de l'histoire en s'engageant dans une vaste révolte contre un projet de taxe que le pouvoir d'État voulait leur imposer. Les émeutes qui éclatèrent en 1548 dans le sud-ouest marquèrent le point de départ des grandes luttes collectives contre l'instauration de la gabelle en Aquitaine. Pour financer la guerre qu'il menait alors dans le Piémont, François Ier décida que la production et le commerce du sel seraient désormais un monopole d'État. Les gens devaient se le procurer exclusivement dans les greniers de sel, moyennant le paiement d'une taxe. Dans tout le royaume de France, cet impôt était particulièrement impopulaire, car la salaison était le seul moyen de conserver les aliments. La colère fut décuplée dans les deux provinces qu'on appelait l'Angoumois et la Saintonge, parce qu'on y trouvait beaucoup de marais salants,
où le sel s'échangeait librement jusque-là. Pour échapper aux taxes, la contrebande s'installa rapidement. Les officiers de la gabelle, auxquels le pouvoir royal avait sous-traité l'encaissement des taxes, pourchassaient sans relâche les trafiquants. C'est d'abord pour libérer des contrebandiers emprisonnés qu'éclata la révolte de 1548. Puis, celle-ci se répandit comme une traînée de poudre, rassemblant jusqu'à 20 000 hommes. À Bordeaux, les insurgés massacrèrent le lieutenant général de Guyenne, au moment où il s'approchait pour parlementer. Son corps fut dépecé et enterré tout saupoudré de sel. Michel de Montaigne, âgé alors de 15 ans, assista à cette exécution qui le traumatisa. Il en parle d'ailleurs dans sa fameuse essai qu'il commença à rédiger à partir de 1572. Comme toutes les révoltes populaires de l'Ancien Régime, celle des Pitot fut réprimée dans le sang. La ville de Bordeaux perdit ses privilèges, elle fut désarmée, son parlement fut suspendu. Les notables de la ville durent déterrer avec leurs ongles le cadavre en putréfaction du lieutenant général de Guyenne et lui faire des funérailles magnifiques. 140 émeutiers furent condamnés à mort et férocement suppliciés. Les formes de la colère populaire et de sa répression ont évidemment beaucoup changé depuis le XVIe siècle. Toutefois, l'un des points communs sur lequel j'aimerais insister tient au fait que même lorsqu'elle semble vaincue, une révolte populaire peut déboucher sur un succès. Quelques années après la répression sauvage du soulèvement des Pitot, le roi Henri II renonça finalement à prélever l'impôt sur le sel dans cette région. De même, malgré la répression musclée des manifestations organisées par les Gilets jaunes, le gouvernement d'Emmanuel Macron a abandonné son projet de taxe sur le carburant. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont-Gène, Delecroix, Pauline Maragou.